Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Beef Talk qui est toujours en bonne compagnie. Et avant de commencer ce podcast, petite présentation. Moi c'est Marco, responsable de l'entreprise Beef Trainer, spécialisé dans le coaching en streetlifting et aussi formateur avec mon collègue Maxime sur la formation Beef Trainer global. Donc on a ce podcast, on a aussi le Instagram Leaf Trainer, le YouTube Leaf Trainer. Donc, on vous invite à nous suivre et à aussi vous abonner au podcast, liker, commenter si ce n'est pas déjà fait. Comment vas-tu, frérot? Bah, magnifique, hein. Plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit podcast. En vrai, ça fait plaisir. Ouais. Retour aux sources. Je crois que c'était avec toi tout premier que j'ai fait, je crois. Avant de démarrer Ah, Street Club, je crois que c'était un le tout premier que j'avais fait, je crois que c'était avec toi. ah ouais, ouais, sûrement. Ouais. Et je crois que c'était avec Edgar même. Ça date, hein. C'est Ah très oui, très oui, vieux, hein. Edu, si tu passes par là, Gros salut bisous. mon gars. Du coup, et toi, comment ça va d'ailleurs, avant de parler du sujet? Prêt pour la Écoute, Spartan? ouais, moi je viens de faire ma séance 4 mouvements là. Donc je viens juste de rentrer de Rennes. J'avais 1h40 de route. Donc voilà, ouais, je suis content, ça s'est bien passé. Toujours un peu de fatigue du picking, un petit peu quelques petites douleurs, des petits trucs, des raideurs, mais sinon tout va bien. Et puis de toute façon on a fait ce qu'il fallait, donc maintenant let's go pour dimanche. Hein. Let's go. Il n'y a plus qu'à. Surtout que j'ai un mec normalement qui me gère mon match nickel, ça devrait le faire. On va bien s'amuser, moi, je te le dis. Ça va mettre des tatanes dans le dos, là. Là, tous ceux qui vont participer ce week-end, ils vont le regarder après le podcast. Ils en auront pris des tatanes dans le dos avant le squat, là. Du coup, petit sujet du jour. Aujourd'hui, on va vous faire un petit podcast parce qu'on va pas réinventer la roue et il y a des sujets qui tournent plus forcément une fois que les vidéos sont faites et que les podcasts commencent à prendre un peu de temps. C'est peut-être un sujet qu'on a déjà fait, c'est possible. Mais comme tout, on évolue avec le temps et je pense que nous aussi, au niveau de notre vision, on a pu évoluer et peut-être trouver d'autres choses à dire. Parce que comme on est en full impro comme d'habitude, c'est possible qu'on ait des choses qu'on n'avait pas pensé à dire sur les premières fois où on a abordé ce genre de sujet. C'était comment démarrer le streetlifting de la meilleure des façons. Moi, je voulais faire un truc, je viens d'y penser, hein, full impro comme d'hab. Je voulais faire un truc, c'est prendre un cas basique d'un streetlifter. On va le prendre de son tout début d'expérience. Donc, on va dire, il a 200 de total. Bref, il commence le sport limite. Il a vraiment aucune base. Et on va avancer au fur et à mesure. On verra le temps que ça prend. Au pire, si c'est très long, qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, on pourra même faire un deuxième épisode. Mais je pense qu'on peut caler ça dans cet épisode-là. Donc, si tu veux, je démarre sur ce que je ferai avec un athlète qui démarre et qui est quasiment totalement débutant, donc un gars, on va dire, pas qui démarre le sport, mais qui est un petit peu sportif, mais qui a jamais fait de street. Perso, sur un athlète qui vient me voir et qui a aucune base, donc vraiment aucune base, déjà je partirai du principe qu'on va faire un petit test, parce que s'il a jamais fait de sport, je lui ferai des tests poids du corps, voir un peu comment il se débrouille. Bien sûr, on prendra en compte son petit passé sportif, qu'est-ce qu'il a vraiment fait, parce qu'il a quand même fait un petit peu de sport. Ça peut donner un peu des idées de proprioception, un peu ce qu'il est capable de faire selon les petits sports qu'il a fait avant. Un gars qui a jamais fait de muscu mais qui vient de la gym, on le sait, il va forcément avoir des prérequis monstrueux par rapport à un gars qui a juste fait, par exemple, du foot ou un sport beaucoup moins physique, on va dire, et qui demande beaucoup moins de qualité de proprioception. Donc, je ferai un petit bilan de base déjà, qui est super important hein, pour voir un petit peu où on en est. Donc, sûrement du poids du corps. S'il n'est pas capable, je ferai tester des exercices, style tirage vertical, développé couché, des exercices très basiques pour voir un peu où il en est au niveau de sa compo, au niveau de sa force, au niveau de toutes les qualités physiques. Donc ça serait le tout premier truc que je ferais. Le deuxième, ça serait sûrement lui faire des petits tests de mobilité, parce que bah on a quand même des exercices qui sont quand même vachement exigeants. Je prends le cas du dips par exemple, c'est souvent là que les douleurs arrivent. S'il n'a pas l'extension d'épaule nécessaire ou la rotation interne nécessaire, ce qui est même le cas chez les athlètes un petit peu plus avancés, hein, mais sur un débutant c'est encore plus important. Bah même avec des charges assez faibles, il peut vite se cramer et se faire mal. Donc je pense que le premier truc que je ferais, ça serait ça. J'ai jamais eu d'athlète dans ce cas-là, hein, perso. En tout cas, je sais pas si toi t'en as déjà eu, Marco, mais des gars qui démarrent de rien, on va dire. Ça m'arrive vraiment très rarement. En général, moi j'ai des gars on va dire, qui ont fait de la muscu ou un peu de street, qui commencent un peu à stagner et qui commencent à se poser des questions. C'est pas le profil que j'ai le plus souvent. Euh, alors moi c'est aussi très rare, j'ai eu des gens qui n'avaient jamais fait de streetlifting avant, mais qui avaient par contre fait à minima de la muscu. Mais ouais, c'est très rare. Donc Ouais.
Après, pour reprendre ce que tu as dit, moi, je ferai la même chose. De toute façon, c'est ce que je demande toujours avant de commencer le coaching. Enfin, on demande des vidéos des quatre mouvements pour voir un petit peu où ils en sont. Et après, bah, c'est quand même ouais, peu rare de pas du tout en avoir s'ils ont jamais fait. Et après, ouais, petit bilan aussi potentiellement aussi avec Jabir pour voir voilà, ouais, la mobilité, les contraintes qu'ils peuvent avoir, etc. Et puis après, on construit la programmation. Je sais pas si tu veux que je fasse la suite après. Bon, on peut peut-être vite fait présenter Jabir pour ceux qui connaissent pas. Jabir, c'est le kiné de l'équipe. Bon, là, on vous dit Jabir comme si c'était un frérot, hein, vous le connaissez peut-être pas. Mais nous, on a l'habitude de parler avec, c'est comme si c'était un pote. Jabir, c'est le kiné de l'équipe. Du coup, c'est lui qui prend en charge les athlètes bah, souvent dès leur début. Parce que quand vous démarrez avec nous, selon ce que vous prenez comme formule, etc., vous pouvez avoir un bilan avec lui. Par exemple, petit bilan mobilité, douleur, blessure, etc. Donc, il interagit avec beaucoup de nos athlètes. Parce qu'on trouve que c'est super intéressant de faire des bilans avec lui. Et Street Physio sur Insta, n'hésitez pas à lui demander si vous avez des problèmes, même si vous faites pas partie de l'équipe. Il fait des bilans pour les street lifters, pour les gars qui font de la force. C'est pas un truc qu'on retrouve chez tous les kinés. Souvent les kinés ils sont un peu perdus avec ces petits problèmes-là. Et on se retrouve avec des gars des fois qui ont des pathologies qui galèrent à régler. Alors que lui, je vais pas le saucer parce qu'il est avec nous, mais il est très très bon. Donc n'hésitez pas les gars si vous avez des problèmes. Du coup, ouais, je poursuis. Du coup, Vas-y. Max. Donc, on a fait notre petit bilan. On vous envoyait aussi le questionnaire. On a eu un appel avec vous pour faire le point. Donc, appel qui est obligatoire, enfin, déjà pour faire connaissance, pour voir si on peut bosser ensemble, si on est aligné sur la vision, etc. En gros, si on C'est peut vrai que vous j'allais aider. zapper ça. On vous pose des questions sur bah, déjà qu'est-ce qui vous a amené vers nous, c'est quoi les contraintes que vous rencontrez, enfin les limitations que vous rencontrez actuellement, quels sont vos perfs actuels, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a des antécédents de blessures, quels sont les objectifs, quelles sont les contraintes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Au niveau sommeil, du coup, au niveau lifestyle, comment ça va? Est-ce que le sommeil est de qualité? Combien d'heures vous dormez? L'alimentation, est-ce que ça va aussi? Et du coup, on fait l'appel, on se dit, bah voilà, on va pouvoir bosser ensemble. Une fois qu'on a fini l'appel, on vous envoie un questionnaire, un Google Form qui va reprendre des questions qu'on vous a posées pour les avoir noir sur blanc. Et on va vous demander, comme je vous l'ai dit, les vidéos des quatre mouvements de compétition pour voir où vous en êtes au niveau technique, puisqu'on va potentiellement pouvoir gagner du temps sur l'intégration de variations ou autres. Puisque souvent, quand on n'a pas ces vidéos-là, la première semaine, c'est une semaine d'observation. Alors, la première semaine sera une semaine d'observation. Et j'ai même envie de dire, le premier bloc sera un bloc d'observation. Et donc voilà, on va construire en fait autour de tout ça, de votre profil, vos contraintes, vos blessures, vos objectifs, vos perfs actuels, et puis bien évidemment notre expérience. Toi, tu dirais que c'est quoi les pires erreurs techniques que tu vois sur des débutants? Pas sur des débutants, sur des gens qui démarrent. Bah, la classique, hein, perte de tension sur les dips, sur le squat. Le fait de ne pas savoir accumuler de la tension sur l'excentrique, de descendre trop vite. Donc après, il y a des pertes de trajectoire, etc. Sur le dips, le fait de vouloir mettre trop de vitesse sur la montée, de perdre la protraction, d'envoyer les hanches en avant. Big up à nous. Euh, Parce qu'en fait, c'est un défaut que moi et Maxime, on a. C'est notre petit point commun sur les muscles. Et, euh, et puis après, sur les tractions, les tractions et alors les muscle-up, souvent, c'est très rare quand il est très propre, le muscle-up. Donc souvent, il est dégradé, il est pas clean form. Il y a des flexions de genoux, il y a une flexion de hanche qui est trop importante. Et, ça part à la réception, ça part un peu dans tous les sens, etc. Et puis sur les tractions, souvent, il manque de gainage, il y a une flexion de genoux. En gros, c'est pas au standard. En gros, euh, aujourd'hui, moi, ce que je vois sur les réseaux, quand même, c'est par exemple des gens qui se sont jamais fait coacher.
Euh, c'est un manque de standard global en fait. Et c'est des gens, souvent, quand ils vont en compétition pour la première fois, alors des fois, c'est deux choses en fait. C'est soit en fait, ils y vont sans coach parce qu'il y a de l'ego, parce qu'ils se disent ils ont pas besoin, ils sont meilleurs que les autres, ils n'ont pas besoin. Soit il y a aussi une problématique financière, ce qui est compréhensible. Et du coup, souvent, ces gens-là, ils sont déçus de leur première compétition parce qu'ils arrivent, ils se cassent les dents, en fait, au niveau des standards. Et puis après, bah, je parle même pas de la gestion de match, hein, ça on pourra y revenir après. Sans coach, c'est quand même une cata, surtout si vous avez jamais fait de compète ou si vous débutez les compétitions. Donc ouais, pour moi, les erreurs techniques, c'est du classique, quoi, hein. C'est manque de standard, manque de tension, flexion de genoux, flexion de hanche, enfin voilà. Moi, j'aurais dit, sur les débutants, les erreurs au début en général, que je règle et qui je trouve méga important, c'est les erreurs de setup. Tous les débutants, peu importe l'exo, Ouais, souvent le setup, il est massacré, genre, mais vraiment massacré. Je prends un squat, le gars, il va se dire, ouais, il y avait un gars qui avait mis sa barre là, vas-y, je vais la laisser à la même hauteur, flemme de la bouger. Je m'en fous de là où je me place, dans la salle. Je vais prendre le rack le plus pourri parce que les chandelles, elles sont déjà mises. Muscle up, ça se jette dans le vide, la boxe, elle est mise comme elle était. Il y a pas de, je trouve, il y a pas de soin à apporter au setup. Ça, c'est un truc qui est sous-coté de ouf. On le répète, hein, les gens, euh, ils pensent peut-être que c'est je crois que c'est un faux tips, moi, ça, mais c'est un vrai tips, hein. moi, ce que je dis toujours, c'est tes fondations, en fait, le setup. Si t'as pas un bon setup, moi, je vais te casser la tête sur ton setup jusqu'à temps que ça rentre, hein. Et après, on Obligé. passera à la suite, quoi. Mais si t'arrives pas à assimiler un setup, on va rester 6 mois sur le setup. Ça serait dommage. Ce Mais, serait dommage. effectivement, genre, ouais, enfin, moi, le truc là en ce moment, ce qui m'agace le plus, c'est le départ de la boxe à pieds joints. Tu sais, ils font un saut de Ouais. mouton là. Enfin, alors ça, c'est un truc, ça me rend dingue en fait. Et en plus, il me semble que Final Rep c'est autorisé, mais FNSL et for lift, c'est Ouais, interdit le départ de pied. ouais, ouais. Pas vous faire niquer selon là où vous allez, les gars. Renseignez-vous bien sur les règles de la compétition parce que les standards peuvent changer, hein. Mais ouais, j'aurais dit pareil, en vrai, tous les, ça, c'est souvent sur le muscle up, en vrai, que tu vois des singeries sur les départs, hein. Le départ bras fléchi, Ouais, pas standardisé ou au niveau du regard, ça part en banane, le départ complètement perdu au début du balancier. Le muscle up, ça part vite en live, hein, ouais, c'est ça. Puis les tractions, c'est je mets les poids en suspension et je mets les deux pieds en même temps de chaque côté. Je prends un balancier, j'attends pas d'être stabilisé. Je perds énormément d'énergie. Enfin, ouais, c'est souvent ça hein, ici. Ah, les setups, c'est souvent cata, hein. Ouais. Et ça serait quoi pour toi, peu importe le mouvement, l'erreur la plus difficile à régler? Celle qui, on va dire, si elle est mal gérée, genre avec le temps, un truc qui est trop ancré, ou un truc qui est dur à comprendre par un athlète, c'est quoi le plus chiant pour toi à régler Alors, le sur plus les quatre chiant à moves? régler pour moi, comme ça, là, du tac au tac, c'est la flexion de genou au muscle up. Enfin, parce qu'en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Et là, bah, je vais peut-être vous apprendre un truc. Malheureusement, il n'y a pas de tips magiques En gros, pour je le la dis tout le temps. flexion de genou. Ouais, Contracte ouais. tes quads, il n'y a rien d'autre. En fait, on en revient toujours au truc, enfin, aux bases. Et bah, malheureusement, des fois, c'est un truc qui a tellement été ancré que après, pour le virer, mais des fois, je vous montre pas. Alors, des fois, ça va vite, hein, mais des fois, ça met un an et demi à vraiment partir à 100%, quoi. Si ça fait déjà longtemps que vous vous entraînez comme ça. Ouais, et puis c'est souvent un défaut réflexe en plus. Tu le fais pas Ouais. parce que t'as envie de le faire, tu le fais parce que t'as pas le choix, genre. T'as Mm. l'impression de pas réussir à y arriver et t'as le petit flex qui arrive. Et ouais, c'est vrai que celui-là, il est chiant. Petite dédicace à Loris d'ailleurs. On galère sur sa flexion de genou. Mais il y a du mieux en vrai, il y a du mieux. Ouais, c'est vrai que c'est un tips un peu chiant. C'est vrai qu'il n'y a pas de tips magiques en vrai. Il n'y a pas de truc, il y a pas de variation en vrai. C'est compliqué de mettre des variations en place. Je sais que je mets des fois un petit peu de combo. C'est avec des gars qui ont déjà un petit niveau. Genre un chest to bar avec un muscle up après. Parce que c'est souvent que sur le chest to bar, vu qu'il n'y a pas le moment où tu fais ta transition et où tu perds l'attention, t'as plus ton focus, parce que c'est souvent là qu'elle arrive, hein. Quand tu commences à passer au-dessus de la barre, hop, tu fais chier les genoux parce que t'as paniqué. Vu que sur le chest to bar, des fois, t'arrives à choper la solidité,
ça se retranscrit un petit peu sur le muscle up juste après. Mais bon, t'es obligé de le faire en léger, parce que du coup, bah, il y a 2 reps entre guillemets, et faut réussir après à le retranscrire sur le muscle up classique, et c'est souvent ça le plus dur, quoi. Maintenant, ce que je donne comme conseil et qui fonctionne bien, enfin, qui peut bien fonctionner, c'est l'activation, une contraction, une isométrie du quadri. C'est que juste avant de faire votre muscle up, Tu fais vous des êtes leg sur la extensions. box et vous êtes en extension à fond et vous contractez à 100% pendant 5 secondes. Et après, vous faites votre muscle up. C'est une activation et ça peut ancrer le fait d'avoir les jambes tendues. C'est ce que je dis souvent. Ouais. Ouais, bah, logique, tu crées un peu de solidité avant de partir. Bon tips. Mm. Notez le tips, les gars. Tips gratuit. C'est vrai que ce que je fais souvent avec la flexion de genou, c'est full dorsiflexion. C'est vrai que la dorsiflexion, ça aide pas mal, tu vois. Souvent, les gens qui perdent un peu la tension, ils ont un petit peu la pointe de pied qui baisse en même temps. Et bah, quadrifessier, hein. Il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est essayer de conscientiser le fait de coller tes adducteurs, tu vois. Pas que Ouais, tendre les jambes, dorsiflexion, coller les adducteurs. Faut vraiment avoir, enfin, bah, du corps, c'est un bâton après. Faut vraiment qu'il bouge pas du tout, quoi. c'est ça. Mais ouais, non, Et puis, c'est pas facile. potentiellement aussi, mais enfin, ça va vraiment être individuel, mais la proprioception, ça peut aussi fonctionner, mettre quelque chose au niveau des genoux qui est assez fin. Ça peut fonctionner chez certains, ça fonctionnera pas chez d'autres. Faut que vous testiez les trucs hein, pour voir, mais Mais ouais, ce qui une galère, tu vois. fonctionnera le mieux, c'est le focus en interne. Enfin, voilà, il y a pas de raccourci malheureusement. Ouais, bah, ouais, grave. Bah, surtout qu'après, une fois que t'enlèves l'objet que t'as entre les jambes, tu peux vite retrouver tes habitudes, hein. Si t'arrives à le Mm. faire sans, c'est quand même mieux, quoi. Ouais. Ok, bon, en vrai, plutôt d'accord. J'aurais mis un autre truc, parce que c'est un truc, enfin, qu'on voit quasi à chaque fois, en vrai. C'est la gestion de la flexion hanche-genou au squat. Ça, c'est un truc. Pour le faire comprendre et réussir à le stabiliser sur plusieurs séances, plusieurs mois, ça demande quand même pas mal de proprioception, gestion du centre de gravité. Je trouve que c'est pas facile, tu vois. Bah, en Et puis fait, c'est assez individuel en plus, tu c'est clair. Bah, de toute façon, on voit que ceux qui galèrent le plus, c'est souvent les gens qui ont des longues jambes. vois. Euh, Moi, ce que je fais et ce qui est utile pour ça, mais aussi pour plein d'autres choses, bah, c'est le tempo excentrique pour conscientiser et même du tempo concentrique. Ça peut vachement aider sur le squat et, euh, et aussi, comment dire, conscientiser la trajectoire de barre au milieu du pied. Le mid-coude, là, c'est le fait d'avoir la barre dans un rail et qui arrive en fait au niveau du milieu du pied. Ça, je trouve que ça peut être bien et ça règle le problème justement de flexion de hanche et flexion de genou. Pareil, ça on en a parlé en long et en large déjà depuis des années. Euh, il y a des gens, ils vont avoir besoin d'un petit peu de pré-hinge, d'autres pas du tout, d'autres un petit peu. Et de toute façon, ce qu'on remarque, c'est que, pour faire aussi un parallèle, c'est que le pré-hinge, des fois, il est abusé, mais c'est souvent chez des débutants, des gens qui commencent le squat, ils ont besoin de ça pour aussi avoir une activation de la chaîne postérieure. Et ils exagèrent un petit peu les choses. C'est, tu sais, comme sur les dips, le fait de faire des dips en protraction et dépression au Mm. max, bah, ça peut être utile au début. Et au fur et à mesure, faudra que ça soit de moins en moins abusé. C'est comme aussi le muscle-up. Bah, au début, tu vas prendre un élan qui est un élan donné, et puis au fur et à mesure de ta pratique, généralement, l'élan, tu vas le diminuer en fait, au fur et à mesure que tu augmentes ton niveau. Donc, Pas griller les étapes, non. c'est ça. Et puis, il y a des outils en fait qu'on peut utiliser, mais pareil, c'est individuel et c'est évolutif dans le temps. Ouais, en vrai, je suis plutôt d'accord. Moi, il y a un truc sur la flexion en genou au squat qui marche ouais, plutôt bien, et ça, vous pouvez vous auto-analyser. Vous avez juste à vous filmer de profil et juste mater le manchon de la barre. En vrai, le manchon de la barre, il va vous donner, bah, si vous faites du tempo, en plus, vous aurez le temps de le voir. Il va vous donner l'endroit où vous allez peut-être un peu vers l'avant ou vers l'arrière, et vous permettre, du coup, bah, tout simplement, si vous allez trop vers l'avant, c'est que vous avez mis trop de flexion de genou. Si vous allez trop vers l'arrière, c'est que vous avez mis trop de flexion de hanche. Donc, si vous regardez votre manchon de barre, vous tracez une ligne, vous avez juste à regarder de quel côté il part, à quel moment, et c'est à ce moment-là, du coup, que vous allez devoir focus un peu, bah, une des deux flexions pour essayer
essayer de rattraper un peu votre trajectoire. Mais après, c'est assez individuel, mais c'est, Il y a même on va dire, pas des facile. applications, je sais pas, je sais plus c'est quoi le nom des applications. Il y a Ouais, moi même des j'en ai une, moi c'est applications, Quick VBT, voilà, c'est gratuit en vrai. voilà. Donc pour contrôler justement cette trajectoire, ça peut être intéressant. Ça, ouais, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un œil sur ces petits points-là au début, tu vois. Parce qu'une fois que tu as ancré les mauvaises habitudes, comme on disait là, après Ouais, c'est galère de fou à les faire partir après. Comme ouais, l'extension de hanche au dips. ouais, ouais, putain, ouais. Je m'améliore un peu, hein. Elle est moins pire, hein. Parce que Ouais, je me mais rappelle, attends, je regardais mes attends, vidéos au début attends, là, ouh, attends, c'est on cata, va voir sur du lourd. Mais oui, effectivement, c'est mieux. il y a du mieux. Mm. Ok, bah déjà pas trop mal. On pourrait continuer avec, on va dire, le gars, quand il a commencé sa petite pratique, il s'est renforcé. Bon, déjà, moi, je suis plus pour un peu, si vous commencez, vous êtes un peu débutant, full muscu. Désolé, hein, mais enfin, full muscu dans les formats, full hypertrophie. Évitez d'aller faire de la force si vous avez 2 mois de pratique et que vous avez jamais fait de muscu et ni d'aller en salle, enfin, jamais un peu développé votre physique. Essayez déjà de se bâtir une armure avant de commencer à faire de la force. Mais bon, ça, il n'y a pas un milliard de trucs à dire. Il y a un milliard de vidéos sur l'hypertrophie, comment la créer, comment la faire. On va peut-être passer à la petite étape d'après. On va dire le gars un peu intermédiaire qui veut commencer un peu à faire des compétitions, qui a un petit niveau. Pour toi, c'est quoi le, on va dire le game changer entre un gars qui va réussir à passer du niveau intermédiaire à avancé, voire expert, et celui qui va tout le temps rester bloqué à la limite de passer avancé parce qu'il fait une erreur pourrie. Tu dirais que c'est laquelle, toi? Moi, j'en ai Bah, une toute simple, en vrai. moi, j'en ai une aussi toute simple. C'est pour moi le fait de pas se faire coacher. Euh, pour moi, c'est ça aussi. C'est à ça que tu pensais ou pas? Ah, j'aurais dit la même, mais vas-y, bah dis pourquoi, du coup. En vrai, on n'aura peut-être pas Bah, la même en fait, interprétation. parce que pour moi, le mec qui s'est jamais fait coacher, déjà, il a peut-être et souvent malheureusement pas d'objectivité sur ce qu'il fait. Donc au niveau de la technique, aussi au niveau de la programmation, et aussi et surtout, et je pense que ça c'est vraiment un triptyque essentiel, c'est la vision. En fait, le coach souvent aussi il apporte la vision long terme. C'est que et en fait c'est pour ça il y a des mecs qui sont coincés en fait et qui progressent plus. C'est qu'ils sont trop dans le court terme. Moi, je vois des mecs que je suis et ben en fait, ils se testent trop souvent, ils forcent trop souvent. En gros, ils ont des objectifs qui sont pas en corrélation avec ce qu'ils sont capables de faire, en tout cas avec leur méthode. Et en fait, ça bloque parce que ça manque de méthodologie, d'objectivité, de vision. Donc, pour moi, concrètement, un mec qui est bloqué, c'est ça. Et on en connaît. On en connaît plein. Et un jour, tu vas avoir le déclic, tu vas comprendre que bah, pour avancer dans la vie, des fois, tu es obligé de te faire aider euh, par un mec qui s'y connaît mieux que toi. Et du coup, bah voilà, comme par magie, ça débloque souvent les choses. Ouais, je suis d'accord. Et encore, des fois, c'est même pas forcément, genre, c'est pas forcément mieux que toi, c'est juste qu'il a un regard que toi, t'as plus, tu vois. Tu peux Ouais, perdre des fois un peu le regard, tu vois. Perdre l'objectivité, tout ce qui pouvait marcher à un moment, et du coup, bah là, tu craches, et puis on en voit même qui arrêtent le street à cause de ça, hein. Dépités ouais, parce ouais. qu'ils arrivent à plus rien faire, et du coup, ils pensent que tout est perdu, tu vois. Moi, j'aurais dit le plus gros truc que je vois, parce qu'en vrai, on voit souvent des gens qui sont en auto-coaching et qu'après, un petit déclic et ils ont envie de démarrer un petit accompagnement, c'est souvent de pas aller au bout de leurs idées, tu vois, de trop remettre en cause ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, au final, ils commencent quelque chose. Au bout de 2, 3 semaines, ça marche pas comme ils auraient voulu dans le meilleur des mondes. Du coup, ils remettent tout en cause. Ils repartent feuille blanche. Ils repartent à zéro. Alors que ça se trouve, c'était juste un cycle normal. Ils étaient peut-être juste cramés au début du bloc et le reste du bloc serait bien passé. Après, ils reviennent avec des nouvelles prog et ils échangent leurs prog toutes les 3 semaines. Et ils se retrouvent à faire toujours des trucs différents. Au final, ils ont pas de retour. Non, en fait, le piège dans les sports de force et je pense dans tous les domaines de la vie, c'est de croire qu'on va hacker la matrice et qu'on va aller plus vite, plus vite. En fait, nous, on dit toujours, c'est que quand vous avez trouvé une formule de cuisine qui fonctionne bien pour vous, bah en fait, le secret, c'est quoi après? C'est de la garder et de répéter, 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 répéter. Et en fait, le coach, il est là aussi pour contrôler que tout va bien, etc.
Et en fait, c'est la répétition qui crée le résultat et la progression. Et souvent, en fait, je disais ça, hein, je faisais un audio à un élève hier et je lui prenais la comparaison. Si tu m'écoutes, Thomas, tu vas te reconnaître. C'est que Thomas, il est musicien. Et en fait, il se posait la question, et ça tombe bien parce que c'est un bon exemple, c'est un débutant. Et en fait, il comprenait pas pourquoi il progressait pas aussi vite qu'il le voulait. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais Thomas, en fait, regarde, prends deux exemples. Toi, par exemple, tu es musicien, et un musicien du dimanche soir, voilà, il n'a pas besoin d'avoir une grosse rigueur pour être bon dans ce qu'il fait. Il fait que ça un petit peu à l'arrache, etc. Et puis ça le fait. Et puis un musicien vraiment professionnel, lui, ça va demander des années de pratique et de répétition pour vraiment qu'il soit parfait au niveau des accords, au niveau des notes, etc. Et bah, le street lifting, c'est la même chose. Si toi, en fait, tu veux vraiment progresser, performer, j'insiste sur vraiment l'objectif, euh, et ben en fait, il faut que tu mettes des trucs en place. Et si à côté, en fait, toi, tes attentes sont trop élevées ou pas en corrélation avec ta vie réelle, et souvent, en fait, c'est ton lifestyle, c'est genre, tu te couches à pas l'heure le soir, tu manges mal, tu n'as pas une bonne méthodologie, etc. Et en fait, tu mises tout, par exemple, sur un coaching ou sur une programmation. En fait, il n'y a rien qui va se passer. Nous, on le voit, on fait les cons sur la bouffe, on prend 2 kilos, ça y est, 2 kilos sales, hein. Bah, ça y est, les tirages, ils se cassent la gueule, tout est 10 fois plus lourd, on perd en performance, etc. Pareil, nous deux, on est papa. Bébé ou le petit qui dort mal, machin, qui nous réveille la nuit et tout, bah, direct, on le sent en fait, ça se répercute sur les entraînements. Et souvent en fait c'est ça, c'est les gens en fait ils pensent que la programmation de coaching ça va résoudre tous leurs problèmes. En fait ça va être vraiment le truc qui va les faire progresser. Mais si à côté de ça tu fais pas ce qu'il faut au niveau de la bouffe, au niveau de la récup, au niveau du sommeil, au niveau du mindset, etc., il n'y a rien qui va se passer. Donc moi je trouve que le piège il est là, c'est que les mecs, en fait, ils arrêtent ou ils passent à autre chose parce qu'en fait, ils ont des attentes qui sont beaucoup trop élevées. Et tous les mecs que vous voyez performer aujourd'hui, ils ont en moyenne 10 ans de pratique derrière eux. Et 10 ans, et attendez, c'est pas 10 ans de pratique à la ZEB, hein. C'est 10 ans de pratique acharnée. Ils ont pas raté un entraînement, ils font gaffe, ils traquent ce qu'ils bouffent, etc., etc. En fait, aujourd'hui, on voit des trucs incroyables et on pense qu'en faisant des trucs basiques, normales, on va les atteindre. Bah non, pour avoir des perfs incroyables, il faut faire des trucs incroyables en fait. C'est aussi simple que ça. J'ai un peu dérivé, mais j'ai été inspiré. Non, mais ouais, en vrai, c'est intéressant. Bah, d'ailleurs, j'ai eu le cas il y a pas longtemps avec un athlète, Maël, je sais pas s'il se reconnaîtra, je sais pas s'il écoute, je pense qu'il y a moyen qu'il écoute. En fait, genre, on a essayé plein de trucs, on a essayé pendant deux, trois blocs de faire des trucs, et à chaque fois, le résultat, il était pourri, genre. Mais pourri, pas du tout à ce qu'on attendait, tu vois. Et il m'avait dit qu'il voulait faire une petite sèche. Donc moi, je m'étais dit, vas-y, pour l'été, tu vois, il va perdre 2-3 kilos, tu vois. 2-3 kilos en 4-5 mois, ça va être tranquille, tu vois. Et à un moment, du coup, j'ai dit, gros, il y a un truc bizarre. Il dit, tu fais quoi en ce moment, genre, c'est quoi ton rythme de vie? Et en fait, il m'a dit qu'il travaillait dans un entrepôt, il faisait que de porter des sacs de béton, quasi toute la journée, genre, il se bourrait que ça. Il a perdu quasiment 8 kilos en 2 mois. Donc, dinguerie, genre, il a perdu 10% de Incroyable. son poids de corps en 2 mois. Il fait 30 000 steps, un peu plus même. Et en plus, il a commencé parce qu'il veut passer un BP. Et du coup, on avait rajouté un peu de course à pied. Je me suis dit, la course à pied, ça va même juste suffire à sécher. Tu vois, il aura pas besoin de se faire chier sur la bouffe. Du coup, en plus, il courait un peu à côté. Et au niveau de la bouffe, il s'était mis un peu en déficit, tu vois. Donc, j'ai dit, mais gros, normal qu'il y a rien qui marche, gros. En vrai, on peut faire la meilleure prog du monde. Gros, je peux te faire un truc aux petits oignons. Je peux même venir avec toi à l'entraînement, gros, toute la séance. Si à côté, c'est bancal et que, bah, tu dépenses 8000 calories à côté de l'entraînement et qu'en plus, tu les récupères pas et que tu récupères pas même tout court, ça ira jamais, tu vois. On peut même s'entraîner 2 fois par semaine. Tu seras toujours cramé, tu vois. Donc, le rythme de vie, en vrai, sur la base, c'est toujours la même chose, hein. Sommeil, alimentation, hydratation et après, bah, si vous avez pas ça, l'entraînement, il sera forcément un peu impacté, hein. En fait, c'est ça. Et moi,
j'ai déjà eu affaire à ces cas de figure-là, c'est que souvent, en fait, faut pas chercher midi à 14. Ça progresse pas, ou ça progresse pas comme on veut, ou ça progresse très lentement. Bah, si tu as 20, 25 ans, il y a un problème, en fait. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, on cherche les trucs qui vont pas. Et moi, j'ai déjà vu des cas de figure comme ça. Des gens, en fait, quand tu creuses un peu, toi, t'es toujours, tu sais, tu te dis, bon, les gens, ils me disent tout, les gens, ça va, ils ont une hygiène de vie qui est bonne, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Et des fois, tu te rends compte que la personne, par exemple, elle est extrêmement sédentaire, elle a une VO2 max qui est éclatée au sol, elle récupère pas, elle est tout le temps crevée. On est obligé de recycler tous les blocs au bout de 3 semaines de blocs parce qu'elle est déjà cramée alors qu'on fait des incréments de fourmis. On n'arrive pas à prendre des rangs, on n'arrive pas à créer du momentum et tout. Bah, en fait, des fois, c'est ça, c'est le fait que en gros, tu as une capacité cardio qui est éclatée, que tu manges mal, ou tu crois que tu manges bien, mais en fait, quand tu analyses vraiment ce que tu manges, c'est de la merde. Tu dors pas bien, ton sommeil il est pas de bonne qualité. De toute façon, souvent, les gens qui se blessent, alors, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. Il y a des gens, enfin bon, s'ils font vraiment de la merde, ça va se payer un jour ou l'autre, ça c'est clair. Mais il y a des gens qui font bien les trucs aussi et qui se blessent quand même. Mais globalement, moi, je vois les gens qui se blessent le plus, c'est des gens qui ont un sommeil qui est éclaté. Enfin, je sais pas toi si tu as constaté cette constante-là, mais au-delà de l'alimentation, du programme, etc., je parle de gens que je coach, hein. Mhm. Ouais, ouais. Les gens qui se blessent ou qui ont des gènes ou des trucs comme ça, c'est des gens qui dorment mal, pas assez, ou qui sont trop stressés ou les trois en même temps. Ouais, bah, j'allais dire le stress aussi, ouais. J'allais dire fatigue et stress, ouais. C'est vraiment les pires trucs, hein. Ouais, c'est Heureusement, nous, deux on n'en connaît super pas en ça. fait. Ouais, ouais, un petit peu quand même. Mais... Enfin, toi, non. En fait, je vais vous apprendre un truc. Ce mec est jamais stressé. Je m'inspire de lui. C'est mon idole en fait. Le stress, ça sert à rien. Que le stress positif. Le stress, genre, je Ouais. dois me dépêcher, faut que je fasse. Ouais, bon, on a déjà bien débroussaillé, en vrai. Je Ouais. pense. Ça fait combien de temps le podcast, là? Bah là, je pense que on peut encore faire 10 minutes, mais Ok, bah, je pense qu'on peut envoyer le petit sujet, pour un gars qui est, allez, on va dire, ouais, intermédiaire. Ça serait pour toi, quoi les meilleures variations sur chaque mouvement? On va imaginer que le gars, il a pas des masses de problèmes. Mais c'est quoi les petites variations qui sont quasi indispensables sur chaque mouvement? bah alors si le mec il a pas de problème, déjà il aura pas beaucoup de variations, enfin par principe, parce que ça sert à rien de mettre des variations pour mettre des variations. Il faut qu'il y ait une raison derrière. Donc ça c'est important. Euh, pour le muscle up, je dirais si le mec, enfin, bah, Tu peux attends, prendre tes petits problèmes du début, en vrai. je vais en trouver, enfin, je vais t'en choisir un. Pour moi, s'il a choisi dead stop ou one shot, voilà, il se cale sur ça. S'il veut faire dead stop et one shot comme il veut, au niveau de la variation, je dirais le Nodix. Enfin, je trouve que c'est un truc, ça lui fera pas de mal de l'intégrer, même s'il n'a pas vraiment de problème là-dessus. Mais pour moi, ça, enfin, c'est important. Je dirais en secondaire, le tirage haut, c'est pareil, ça mange pas de pain et ça lui fera du bien aussi sur le muscle-up. Au niveau des tractions, maintenant, bah, les tractions, je dirais traction posée si je devais en retenir qu'une. Hormis ça, je vois pas vraiment, là, je vois vraiment la mode en ce moment, c'est les high pull-up ou enfin, les chest pull-up. C'est redevenu à la mode. En fait, ça me fait trop rire parce que à chaque fois, tu sais, c'est comme si on redécouvrait une variation. Mais en fait, le chest pull-up, c'est là depuis le début, en fait. Et d'ailleurs, c'était très à la mode il y a 4 ans. Et là, ça revient, là. Je vois tout le monde fait des chest pull-up. Donc voilà pour les tractions. Pour les dips, je dirais du tempo posé, mais pas sur, peut-être pas sur toute une séance, mais peut-être au moins sur une série, par exemple.
Et après, sur le squat, je dirais ouais, du squat. Allez, je vais changer un peu. Je vais dire du squat high bar. Ok, ouais, ok. Voilà. Ok, bah, en vrai, ouais, j'aurais dit un peu les mêmes. Après, c'est des classiques, hein. Sur les tractions, il y a un truc que je fais, sur les muscle-up, en vrai, t'as pas un milliard de variations, hein. On va pas faire des muscle-up en chin-up ou des muscle-up en X. Pas super intéressant. Il y a un truc que je fais, ouais, sur les tractions. C'est, avec les gens qui ont un peu du mal à se mettre en place au départ. On le voit beaucoup et je le vois de plus en plus. Je sais pas, avant, j'en avais pas autant. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup qui galèrent à faire leur traction scap, à bien se mettre en place, à se mettre en tension, à ensuite commencer à tirer. Déjà, il y en a plein, petit aparté, qui comprennent pas ce que c'est une traction scapulaire. En vrai, les gars, traction scap, bon, pour ceux qui ont la vidéo, c'est pas vous jetez en arrière comme ça, hein, c'est pas un pullover, hein. C'est juste abaisser vos épaules. Il y a juste à abaisser vos épaules, hein. Pas besoin d'aller vous mettre en Y sur l'arrière pour ensuite venir tirer. Traction scapulaire, c'est juste abaisser vos scapulas, hein. Mais ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Souvent, les gens, bah, ils tirent déjà que avec les bras au départ. Petit problème. J'ai perdu le son sur ton truc, je crois. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai pas eu le son. T'avais dit quoi? Ah non, j'ai rien dit, non. J'ai rien dit. Ah, bien sûr que t'allais dire un truc. Ouais, du coup, la mise en tension. Et il y a un truc que je fais, c'est obligé sur le départ, un peu comme sur un soulevé de terre, tu sais, quand tu prends ton temps au début et qu'après tu commences à tirer fort. Les gars qui galèrent à mort avec le départ, souvent je leur fais prendre un mini tempo sur les 10 premiers centimètres. Donc genre petit tempo de mise en place. Et après seulement commencer à prendre de la vitesse. Ça, je trouve, c'est un truc super intéressant pour comprendre. Parce que ouais, l'attraction, je la vois un peu comme un deadlift, tu vois, au début. Faut vraiment te mettre en tension, te mettre en place. Et une fois que t'es en place, que t'as créé de la tension et que t'es solide, là, tu commences à tirer. C'est souvent les gars qui tirent fort. Déjà, le corps, il se met en banane. Il y a 10 centimètres qui bougent pas. Genre, le corps, il bouge dans tous les sens, mais le poids, il bouge zéro. Et seulement après, ça commence à monter. Donc, si vous arrivez à cutter un peu ce moment-là, en créant de la tension, en étant un petit peu plus fort, je trouve ça super intéressant. Donc, ouais, le petit tempo au départ, pas un truc que je vais garder très longtemps, mais sur le premier bloc ou le deuxième bloc, je trouve ça peut être intéressant avec un gars qui galère un petit peu à se mettre en tension. Et sur le dips, je dirais c'est du tempo avec. Moi, c'est ce qui m'a aidé avec mes hanches, pas qui m'aide un petit peu avec mes hanches. C'est sur la descente, essayer de conscientiser le fait que vos hanches, elles doivent descendre le plus vertical possible. Parce que on peut mettre du tempo, et si vous mettez du tempo avec une intention pourrie, donc genre du tempo où juste vous essayez de ralentir le mouvement et que vous n'avez pas trop de consignes de positionnement, bah, vous allez sûrement faire ce que vous faisiez avant, juste le faire plus doucement. Donc si vous faites plus doucement, bah, vous n'avez pas forcément amélioré ce qui va pas, entre guillemets. Donc pour les gars qui galèrent avec leurs hanches, tempo avec l'intention, on va dire, de rapprocher vos hanches des poignets quand vous descendez, pour éviter d'aller trop chercher vers l'arrière. Plus un boulot de mobilité thoracique, parce que souvent si vous galérez, c'est que vous avez aussi une petite mobilité thoracique un peu claquée, ou un petit peu d'extension d'épaule. Souvent les deux, ils vont un peu ensemble. Et sur le squat, ouais, du tempo. En vrai, le tempo, c'est le meilleur truc au départ. Si tu veux comprendre un peu la trajectoire, accumuler de la tension, tous les petits problèmes qu'on a vus avant, le tempo, ça reste quand même une masterclass, hein. Et là, je pense qu'avec tout ça, vous avez déjà un bon petit guide pour démarrer. Bon, on a pas mal dérivé, mais je pense qu'il y a pas mal d'infos intéressantes en vrai. Ouais, Je t'avais dit ouais. que c'était de l'impro et que ça allait partir en, ça allait partir en live. T'avais un petit truc que tu voulais aborder avant la fin ou pas? Un petit sujet? Euh, ouais, bah, je voulais juste dire qu'on sera présent ce week-end à la Spartan Cup à Rennes à RBC Workout le 11 et 12 juillet. Là, on tourne le podcast, on est le mardi 7. Et du coup, on a 8 athlètes ce jour-là. Il y a une femme, 7 hommes, et puis on en a, je crois, on en a 5 le samedi et 3 le dimanche, c'est ça? J'aurais dit, ouais, si, je crois que c'est ça, ouais. Si. Il n'y en a pas plus, c'est pas 4 et, Non, c'est 5. ah, je croyais que c'était 4. Ouais, bah, ça doit être ça. Donc, Ça va être sportif, hein. ouais, ça va être, du coup, il y a Max qui sera là, qui viendra de son est natal, et puis il y aura aussi peut-être Achille aussi qui sera là pour aider. Et donc voilà. Donc je sais pas si non, il y aura pas de live, mais bon, j'ai assez hâte d'y être. Peut-être Et un live bah sur Insta, aussi, non? Ils comment? avaient pas fait ça l'année dernière? Ils avaient pas fait un petit live sur Insta l'année dernière? Peut-être, ouais, peut-être, Il me semble. peut-être. Ok, donc bah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé ce podcast, bah n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter
nous mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et partager. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux respectifs, donc Cliff Trainer et puis Fitmax Lift Trainer, Fitmax-du-bas Lift Trainer et Marco-du-bas Lift Trainer également. Et puis voilà, bah c'était bien cool là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré et puis On va reprendre un petit rythme. ouais, on va en refaire là, on va en refaire. C'est l'été, on va profiter. Voilà, bah, et puis profitez bien de votre été. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ou à la semaine prochaine pour un petit appel de coaching. Allez, Ciao l'équipe. ciao.